Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Lions A' sont les premiers à payer le prix de la suspension de la Fédération camerounaise de football. La sélection de football n'est pas sûre de livrer la rencontre qui l'oppose demain au stade Amadou Ahidjo face au Gabon. Une rencontre qui compte pour les éliminatoires du CHAN 2014. Et puis à l'étranger, l'Union africaine suspend l'Égypte à toutes les activités de l'organisation panafricaine. Une décision qui survient 2 jours seulement après le départ forcé de Mohamed Morsi du pouvoir. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. La Fédération camerounaise de football s'est dit surprise par la décision de la FIFA. Elle a ainsi interjeté appel auprès du TAS. Au même moment où l'on note une réunion de crise qui s'est tenue au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Réunion à laquelle prenait part Yannick Mazoua. L'ambiance était plutôt ordinaire en cette matinée du 5 juillet 2013 à la Fédération camerounaise de football, malgré la décision de la FIFA de suspendre provisoirement le Cameroun de toute activité sportive internationale. Arrivés au siège à 11h15, les 3 vice-présidents de la FECAFOOT, à savoir John Begeninde, premier vice-président, Antoine Essomba-Yenga et David Mayebi, ont marqué leur surprise face à la décision de la FIFA de suspendre le Cameroun. Nous n'avons jamais saisi la FIFA pour dire à la FIFA qu'il y avait un problème. La situation à la fédération était en train de se régulariser et par les organes de la fédération. Alors, nous ne comprenons pas cette intervention de la FIFA. Pendant que le personnel vaquait à ses occupations, les 3 vice-présidents ont tenu une brève concertation. Concertation à l'issue de laquelle la FECAFOOT s'est engagée à interjeter appel. Vous savez qu'est-ce que la FECAFOOT doit faire? La FECAFOOT doit saisir le tribunal arbitral du sport de Lausanne, puisqu'elle a même déjà saisi le tribunal arbitral de Lausanne, puisque c'est la seule issue. Le bureau actuel marque tout aussi son étonnement de constater que la correspondance de la FIFA ait été adressée à Tombi Aroko Sidiki, secrétaire général de la FECAFOOT, pourtant suspendu par John Begeninde et compagnie. Vous savez, c'est les incongruités des choses. M. Tombi n'est plus secrétaire général de la fédération. C'est clair, c'est net. Au premier ministère, par contre, c'est un silence de mort. Aucune information ne circule. Du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, une réunion de crise a été convoquée par Adoum Garoua. Réunion qui suivait encore son cours à notre départ des lieux. En attendant donc les résolutions issues de la réunion qui, on suppose, se poursuit en ce moment même au ministère des Sports et de l'Éducation physique, notant que les Lions A' sont les premiers à payer le prix de la décision de la FIFA. Ils devaient en principe jouer demain contre le Gabon en match comptant pour les éliminatoires du CHAN 2014. Eh bien, cette rencontre sera forcément annulée. Une pilule amère, difficile à avaler, aussi bien pour le staff que l'ensemble de l'équipe. Nos reporters Saljon et Marcelin Gansop étaient dans la tanière à Yaoundé. Voici leur reportage. Il est 12h ce vendredi 5 juillet. C'est l'heure du repas de midi dans la tanière des Lions A'. Mais les joueurs ont du mal à digérer leur nourriture. Le souvenir encore frais de la suspension de la FECAFOOT habite les différents esprits. Eux qui s'apprêtaient à déguster le Gabon samedi à Yaoundé avant que la FIFA ne leur coupe l'appétit. La nouvelle nous parvient hier où nous sommes en train de faire juste des petites rectifications. Donc ça fait très mal de le savoir à ce moment de la compétition. Nous avons vraiment été déboussolés, mais nous sommes des hommes. Quand une nouvelle comme ça arrive à qui que ce soit, la première réaction c'est de baisser les bras, mais nous avons nos clubs et nous avons beaucoup de choses à prouver ailleurs. Depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle, la tanière a pris un sérieux coup que l'encadrement technique des Lions A' a du mal à digérer. Jusqu'à l'instant où je vous parle, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je n'ai pas trouvé le sommeil depuis l'instant où la nouvelle est tombée. Nous allions à notre dernière séance d'entraînement et les joueurs étaient déjà sur le terrain.
Vous imaginez que depuis un mois, on travaille dur parce qu'on a décidé d'en finir avec le Gabon ici à Yaoundé. Une nouvelle comme celle-là ne peut que nous affaler. C'est difficile à avaler, c'est vraiment difficile. L'ambiance est d'autant plus morose que Doumbé Bosso et ses poulains n'avaient reçu aucune visite de réconfort jusqu'à notre passage à 12 h. Et ça n'a été que des liaisons téléphoniques. Il n'y a eu aucune présence physique. Nous savons que de la FEDE, on ne pouvait avoir personne. Bon, peut-être de la DTN et surtout du ministère. Mais on nous a demandé, n'est-ce pas, de continuer à rester calme et serein de la part du ministère. C'est depuis le 23 juin que 26 lions A' sont en stage à Yaoundé. Ils devaient terminer par le choc du 6 juillet contre le Gabon. Rencontre dont le retour à Libreville devait déboucher sur la désignation du pays qualifié pour le CHAN 2014. Une compétition qui va se dérouler en Afrique du Sud en janvier prochain. Notons à la suite de Marcelin Gansop qu'aucune équipe de football, encore moins de clubs ou alors d'arbitres, ne peuvent plus participer à une compétition organisée par la FIFA ou encore la CAF. Une lourde menace pèse désormais sur tous les différents acteurs et parties prenantes du football camerounais. Jean-Paul Chuniat, dans le reportage qui va suivre, passe en revue quelques conséquences de la sanction de la FIFA. Autant devra durer la suspension de la FECAFOOT. Le Cameroun reste exclu des compétitions sous l'égide de la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football. Les sélections nationales, toutes catégories confondues. Les clubs camerounais et les arbitres en payent le prix. Première conséquence, les Lions A' engagés en éliminatoire du CHAN 2014 ne pourront plus jouer ce week-end contre les Panthères du Gabon, déjà présentes au Cameroun. Et pour les Lions seniors, plus de matchs amicaux en période FIFA, pourtant en pleine campagne pour le Mondial 2014. Même le match coupe-gorge du 6 septembre contre la Libye est hypothéqué. En compétition africaine, l'unique représentant camerounais Coton Sport de Garoua risque de voir son aventure écourtée en phase de poule de la Ligue des Champions. En tournoi amical, les Astres de Douala ont eu la chance de quitter le Cameroun pour l'Angola bien avant cette sanction de la FIFA. Tout est donc à l'arrêt pour les principaux acteurs, à savoir les footballeurs, aucun d'eux ne pouvant plus être transféré du Cameroun à l'étranger et vice-versa. L'arbitrage camerounais est aussi touché par la décision de la FIFA. Le sifflet international Alioum Sidi en pleine Coupe du Monde des moins de 20 ans va certainement écourter son séjour en Turquie, pays hôte du tournoi. L'ascension du comité d'urgence de l'instance fêtière du football mondial exclut aussi la FECAFOOT, ses membres et officiels de tout programme de développement du football, des cours et formations de la FIFA et de la CAF durant toute la période de la suspension. Au moment où la FIFA conditionne la levée de cette sanction par un accès du comité de normalisation au siège de la FECAFOOT, l'opinion s'interroge sur le temps que prendra la constitution et la mise en place effective du dit comité. Les Camerounais redoutent que tout soit effectif quand les différentes sélections nationales, les clubs, les arbitres camerounais ont déjà loupé des échéances comme la Coupe du Monde 2014 et la Ligue des Champions. Même si d'aucuns regardent d'un mauvais œil cette manière de faire de la FIFA, les présidents Sepp Blatter de la FIFA, Issa Hayatou de la CAF, sont convaincus de l'ingérence du gouvernement camerounais dans les affaires de la FECAFOOT. La forte militarisation du siège de la FECAFOOT et les réunions tenues à la primature à la recherche d'un consensus en seraient les actes palpables d'immixtion des autorités camerounaises dans la crise à la Fédération camerounaise de football. Un comité de normalisation devra donc gérer les affaires du football camerounais d'ici mars 2014. La Fédération internationale de football association reproche au gouvernement camerounais de s'être mêlé de la crise électorale à la FECAFOOT. Nous retrouvons une fois de plus Jean-Paul Chuniat. Dans sa décision de suspension provisoire de la FECAFOOT, la FIFA accuse les autorités camerounaises d'ingérence dans les affaires de son association membre la FECAFOOT, en violation des articles 13 et 17 des statuts de la Fédération internationale de football association. En vertu de l'article 7 alinéa 2 de ces statuts, la FIFA décide de mettre sur pied un comité de normalisation en lieu et place de toute l'équipe dirigeante actuelle de la FECAFOOT. Le dit comité a pour mission d'harmoniser le code électoral qui, en tout temps, en tout lieu, divise les différents acteurs du football camerounais. Ce groupe de réflexion va réviser les statuts et textes à problème de la FECAFOOT et organiser de nouvelles élections au plus tard le 31 mars 2014. La FIFA et la Confédération africaine de football vont identifier et désigner les membres de ce comité de normalisation. Ce groupe d'experts agira en qualité d'organe électoral. Ces décisions seront définitives et contraignantes. Et tous ces membres, déchus de leur droit de se porter candidat aux prochaines élections à la FECAFOOT. Suspension de la FECAFOOT à durée indéterminée, la FIFA conditionne sa levée par une autorisation du gouvernement camerounais permettant à ce comité de normalisation d'accéder au siège de la Fédération camerounaise de football.
Parlons de toute autre chose. À présent, à l'Assemblée nationale, ça sera toujours 180 députés, ce malgré la nouvelle redistribution des sièges intervenue au travers du décret présidentiel en date du 3 juillet dernier. Un autre acte du chef de l'État porte sur le découpage spécial de certaines circonscriptions électorales. Voyons tout cela dans ce reportage de Serge Alaoutou. Le nombre de députés appelés à siéger à l'hémicycle de Ngouekele pour la prochaine législature est maintenu à 180. À travers le décret du chef de l'État, on est désormais fixé sur le nombre de sièges qui revient à chacune des 10 régions du Cameroun. La répartition par région des députés place l'extrême nord au sommet de la pyramide avec 29 élus. La région la plus au nord du Cameroun est talonnée par le centre, 28, et l'ouest, 25. La Damawa reste la moins lotie dans cette répartition. Le château d'eau du Cameroun enverra seulement 10 de ses représentants à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a également signé un décret portant découpage spécial de certaines circonscriptions électorales et répartition des sièges au sein des dites circonscriptions. Dans la région du centre, on observe un changement dans le département de la Léquié. La Léquié Est a désormais 3 élus contre 2 pour la Léquié Ouest. Le reste des circonscriptions électorales ne connaît pas de changement par rapport au découpage du 25 avril 2007. Le découpage spécial de certaines circonscriptions électorales fait toujours du bruit dans la région du littoral, le département du Cameroun le mieux représenté au Palais des Verts de Ngouekele avec 9 élus. La région de l'Ouest apparaît comme la seule au Cameroun dont le plus petit nombre de députés est fixé à 2 par département. Le président de la République a donc agi conformément à la loi. L'article 149 du Code électoral dispose que le département constitue la circonscription électorale. Mais il reste précisé en son alinéa 2 que compte tenu de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l'objet d'un découpage spécial. Au lendemain de ce double décret du président de la République portant découpage électoral et découpage spécial dans 17 circonscriptions, les réactions n'ont pas tardé au sein de la classe politique camerounaise. Je vous propose d'ailleurs de suivre celles respectivement d'Adamoun Damdjoya, le président de l'UDC, et d'Ibrahim Aladji Soulemanou, il est le président régional du Social Democratic Front dans le centre. Ils sont au micro d'Equinos Télévision. Très souvent, c'est la situation qu'on vit en ce qui concerne les manipulations au niveau des circonscriptions par les gouvernants présents. Ceci étant, notre grande préoccupation réside dans ce qui peut être fait pour qu'au 30 septembre, au lendemain 30 septembre, il y ait le moins possible de contentieux électoral pour des raisons de fraude ou ceci ou cela. Et la majorité de nos primaires, à 90%, sont déjà presque achevées. Donc s'il y a ce découpage-là, si nous voulons postuler où il a dit, comment nous allons faire? Donc pour nous, le président du RDPC est toujours dans sa logique de berner le peuple camerounais. On est désormais fixé sur le mode d'investiture au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'y aura pas de primaire. Le président national a rendu public cet après-midi le mode de désignation des candidats du Parti des Flammes. Ils seront investis par des commissions qui seront constituées dans les prochaines heures. Les différentes factions de l'Union des populations scellent leur unité. Le document qui constate la constitution d'un comité directeur provisoire du Parti des Crabes a été déposé hier au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Cet acte qui augure une participation sereine au double scrutin du 30 septembre prochain de l'UPC. Yannick Mbazoua. Au sortir de la réunion du mardi 2 juillet, René Emmanuel Sadi a donné 7 jours aux différentes factions de l'UPC pour accorder leur violon et mettre sur pied un comité directeur provisoire. 2 jours ont suffi pour le faire et le document qui scelle cette unité a été déposé au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Vous avez constaté très bien que nous étions là pour des formalités liées
aux grandes décisions que nous avions prises hier par rapport à l'unité de notre parti. Nous n'avions pas besoin de 7 jours, étant donné que nous défendons les mêmes idéaux. Nous n'avons eu besoin que de quelques heures pour regagner notre place dans la conscience politique camerounaise. L'unité désormais scellée et constatée par le gouvernement. Il reste aux différentes parties de s'entendre sur les listes consensuelles à déposer à Elekam dans les délais prescrits par la loi. La préoccupation était déjà importante à notre niveau, à savoir que l'UPC ne pouvait pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire que constituent les élections municipales et législatives. Et je puis vous assurer aujourd'hui que nous avons relevé ce défi et que l'UPC ira aux élections avec une même voix, avec une même volonté de donner à notre parti la meilleure place qu'il mérite dans le paysage politique camerounais. Après quelques années d'hibernation dues aux multiples divisions, l'Union des populations du Cameroun veut reconquérir sa place sur la scène politique. Le double scrutin du 30 septembre prochain est donc une occasion idoine pour amorcer ce réveil, à condition que le doute que les différentes batailles ont suscité auprès des militants soit vite dissipé pour céder la place à la sérénité tant recherchée. Il s'agit du reportage de Marcelin Gansop. Dans la ville de Douala à présent, les conducteurs de mototaxis sont en colère. Ils s'insurgent contre l'augmentation des taxes. Ceux de la commune d'arrondissement de Douala 4e ont envahi le commissariat pour manifester leur mécontentement. Le récit des faits avec Dalash Chana et Julingue. Postés devant le commissariat de l'arrondissement de Douala 4e, les conducteurs de mototaxis protestent contre l'augmentation des taxes liées à leur activité. La constitution des dossiers est passée de 2500 à 10 500 francs CFA le trimestre. Les benskins, normalement, c'est 2500 par trimestre. Donc, ça devrait faire peut-être 12 000 francs par trimestre, par an. 10 000 francs par an, donc ça fait 2500 par trimestre. Mais en ici, on quitte de 10 000 francs à 40 000 francs. À 40 600 francs, parce qu'il a parlé d'un certain pourcentage là qui est sur les taxes. Donc franchement, c'est ça qui nous dérange. Ils accusent la mairie de Douala 4e d'être à l'origine de cette hausse. Ce qui m'a fait, comme je viens de causer avec le sous-préfet a bien demandé même devant le maire, tout de suite là. Ils ont parlé de ce prix-là. Même le sous-préfet il ne connaît même pas le montant. Il ne faut pas que les gens restent chez eux pour augmenter les factures et pour accuser le gouvernement, que c'est le gouvernement qui est en train de tout monter, de monter tous ces papiers-là. À la municipalité de cette localité, les responsables nient en bloc ces accusations. Je dis que la loi de finances a arrêté l'application de l'impôt libératoire de Bensikin. Au lieu de s'approcher à la mairie pour qu'on les explique, ils pensent que cet impôt a été fabriqué par la mairie de la 4. Mais c'est un impôt qui sort de Yaoundé et c'est l'application. Mis au courant de l'affaire, le sous-préfet de Douala 4e a prévu une réunion pour mettre fin à cette crise. Restons toujours dans l'arrondissement de Douala 4e avec ce don matériel qui vient donc d'être remis aux éléments des sapeurs-pompiers, un matériel qui devait donc leur permettre de mieux, d'être plus rapide sur le terrain, de protéger les civils et même de lutter contre le désordre urbain. Viviane Kamoa, reportage. Assurer la permanence et agir promptement, telles sont les missions assignées au commandant du 20e groupement des sapeurs-pompiers de Bonabéry. Des recommandations réitérées lors de la cérémonie de remise des dons. Une action menée de commun accord par la communauté urbaine de Douala et le corps des sapeurs-pompiers. Celle-ci fait suite aux différents incendies enregistrés au quartier Bonabéry et à l'incapacité des sapeurs-pompiers à réagir promptement. Parce qu'il n'était pas facile de partir d'accord que les sapeurs soient efficaces sur tout l'étendue. Voilà 9 mois que nous travaillons ici. Nous avons effectué plus de 145 interventions, y compris les accidents sur le pont. Ce dont va nous permettre de réduire le temps d'intervention, qui va passer de 10 minutes à 5 minutes. En fait, ce sera le temps d'aller de Ngodi à Bonabéry.
Une vingtaine de lits, de matelas et d'armoires à rangement qui visent à améliorer le confort des sapeurs-pompiers de permanence. Les sapeurs-pompiers ont donc du pain sur la planche, surtout que le feu a décidé de prendre racine dans la ville de Douala. À l'étranger, Égypte, l'organisation de l'unité à l'UA, l'Union africaine, vient donc de suspendre l'Égypte de toute participation liée aux organisations de l'organisation panafricaine. Une suspension qui survient au lendemain du renversement au pouvoir de Mohamed Morsi. Les précisions avec Julingué. Le renversement de Mohamed Morsi, survenu mercredi dernier, était susceptible d'aboutir à quelques conséquences. La première est la suspension de l'Égypte à toute activité de l'Union africaine. Ceci rentre dans les principes régaliens de l'organisation panafricaine qui a pour politique de sévir tout État membre où se produit un changement inconstitutionnel. Dans un communiqué officiel rendu public par le secrétaire de l'Union africaine Admor Kambouzi, il est mentionné que le renversement du président Morsi n'obéit pas aux dispositions pertinentes de la constitution égyptienne. Il correspond donc à la définition du changement inconstitutionnel de pouvoir. En attendant d'y voir un peu plus clair, Mohamed Morsi est gardé au ministère de la Défense. L'intérim à la tête de l'Égypte est assuré par Adli Mansour, qui a prêté serment en sa qualité de président de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne. L'Égypte vient allonger ainsi la liste des pays suspendus par l'Union africaine, tels que la Centrafrique, Madagascar et la Guinée-Bissau pour les mêmes causes. Avant de mettre un terme à cette édition d'information, retour dans ce journal sur la cérémonie de l'excellence au collège d'enseignement technique industriel bilingue Ngenga. L'établissement a donc procédé à la remise des récompenses à ses meilleurs élèves. Reportage. 400 élèves régulièrement inscrits au collège d'enseignement technique industriel bilingue Ngenga pour le compte de l'année scolaire 2012-2013. Raoul Munduru est à 13 ans. Celui qui a le plus comblé les attentes, 7 élèves de From 2, Shield Metal and Welding, chaudronnerie pour faire plus simple, repart en ce jour de fête avec 2 distinctions. D'abord, le prix de l'excellence, couplé à celui du meilleur élève de From 2, bilingue, le jeune Raoul Munduru, l'est jusqu'au bout des ongles. La preuve. I'm very proud to receive these prizes because of the hard work that I made at home. J'ai le grand plaisir d'avoir reçu le prix de meilleur élève et celui de meilleur élève de la classe. Comme Raoul, plusieurs autres élèves du collège d'enseignement technique industriel bilingue Ngega verront leurs efforts récompensés. Et cette œuvre, on la doit non seulement à la volonté de la direction de l'établissement, mais aussi grâce à l'appui de certains parents. Malgré que c'est le fondateur qui est à l'école, les parents font la force aussi. Donc quand les parents donnent quelque chose pour aider, pour donner pour l'école, c'est pour faire donc tous ensemble pour construire l'école. Le collège d'enseignement technique industriel bilingue Ngega est l'œuvre de ce professeur du collège d'enseignement technique option mécanique auto, Emmanuel Ngega, dont le projet en 1994 avait pour objectif un meilleur accès à la formation technique industrielle. Faisant comprendre aux parents que l'enseignement technique n'est pas réservé à un genre de personnes, à ceux-là qu'on pense qu'ils ont échoué dans un système éducatif et qu'on doit les virer à l'enseignement technique. Non, l'enseignement technique, c'est l'application des sciences. 8 années après son ouverture, le collège d'enseignement technique industriel Ngega devient bilingue. Dans Douala et même dans le littoral, les enfants de langue anglaise qui sortaient du primaire avec leur first school living, ou qui sortaient du secondaire avec leur O-level, n'avaient pas l'accès à l'enseignement technique industriel parce qu'il y a une carence. Avec divers maillons de la technique industrielle, tels la mécanique automobile, la fabrication mécanique, l'électricité, le collège d'enseignement technique industriel bilingue Ngega a fini par conquérir les cœurs des parents, soucieux du devenir de leur progéniture. General education, you go is very long, and as you go there, you come out and you don't have something to do, something doing. Therefore, I think technical education, we need to encourage our children to go to that. Because when they come out, and they come out well-trained, that I saw that Seti Ngega is a place to be. Le centre professionnel de formation et de recyclage en industrie, collège d'enseignement technique industriel bilingue Ngega, a définitivement fait le choix de former des jeunes des deux sexes dans les différentes filières de l'enseignement technique pour une meilleure intégration dans la vie active.
C'était au bas de ce reportage en éducation que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe de production se jette à moi pour vous remercier de la fidélité tout au long de cette semaine, tout en vous souhaitant un bon début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous, voici les prévisions.